Exactement, et on ne tue pas une idée. Bon, pour faire court, lui-même, Carrard, est le cas d'un héros qui passe derrière l'idée qu'il défend. Autre cas, plutôt dans du B, plutôt dans la série B, le film Daybreakers, par exemple, qui met en scène une société qui est dominée par des vampires et dont les dominés, en l'occurrence, sont des êtres humains. Et on renverse en fait l'échelle des choses et on nous apprend que, voilà, pour faire court, le vampire, ce sont ceux qui sucent bien entendu le sang de ceux qui sont dominés. Bon, la métaphore est pour le moins massive, mais il n'y a plus de sang. Mais il n'y a plus de sang, ça exactement. Donc on a on a l'Inde Dead aussi, on a dans une certaine mesure les planètes des singes qui ont aussi une dimension collective aussi. Et alors, de manière plus incidente, la série Westworld, que j'ai trouvé moi un peu tarabustée, un peu compliquée, intéressante, mais qui se termine par quelque chose qu'on voit peu dans des séries, c'est-à-dire l'idée que non seulement il y a un groupe, en l'occurrence un groupe de robots, mais un groupe de robots conscients, et un groupe de robots non seulement conscients de leurs individualités, ce qui est un grand classique, mais un groupe de robots conscients du fait que ces individualités peuvent se coordonner dans un projet, pour le coup, de destruction et peut-être de reconstruction de ce qui pourrait être l'embryon d'une société. Enfin, il faudra voir dans la saison 2 ce que ça donne. En l'occurrence, ce sera dans 2 ans, quoi. Donc ce genre de récit existe, et donc ces récits à dimension collective existent, mais de nouveau, il est toujours compliqué de voir quel est l'enjeu de la révolution. Et il est rarement dit. Alors on peut avoir un discours marxiste et dire, bon, c'est quoi la révolution? C'est un rapport de domination entre différents types de rapports de production et de forces de production. Bon, mais on ne va pas trop en demander aux films hollywoodiens, c'est rarement le cas. Mais il peut y avoir aussi d'autres formes de domination. Ce sont des dominations symboliques, culturelles, ethniques, de caste, etc. Et le fond de ces dominations est rarement clair, est rarement explicité. Et ça, c'est intéressant, je trouve, c'est aussi frappant d'observer ça, me semble-t-il. Voilà. Ok, je vais peut-être demander tout de suite à Didier Siers et à Yannick Eustache ce qu'ils pensent de cette cosmogonie telle qu'elle a été décrite par Jan Pizzez. Merci. Oui, en fait, moi je m'étais effectivement penché sur les séries télé, puisqu'on est toujours dans une période faste avec des séries ambitieuses depuis quelques années. Et curieusement, c'est un thème, les révolutions, les bouleversements sociaux, qui n'est pas très très exploité. Donc il faut gratter un petit peu pour trouver quelque chose qui colle plus ou moins à ça. Alors, il me semblait qu'une série comme In the Flesh, qui avait été diffusée par la BBC, je pense, en 2013, et qui s'attachait à renouveler un peu le thème du film ou de la série de zombies, s'y essayait un petit peu, mais en filigrane, dans le sens où on se trouve non pas avec un groupe de survivants, pour une fois, mais plutôt avec des malades, des zombies qui doivent réintégrer la société dans laquelle ils vivent et qui sont confrontés à plutôt des tenants de l'ordre établi et des espèces de soldats d'une armée, des vrais humains qui sont dirigés par un pasteur. Donc là, il y a plutôt des idées de bouleversements sociaux, mais en filigrane. Alors, c'est pas que le thème n'a jamais été analysé ou n'a jamais suscité d'intérêt de la part d'observateurs, mais c'est vrai qu'à part Westworld, on n'a jamais eu d'exemple aussi criant pour l'instant. On pourra peut-être y revenir après pour voir en quoi ça colle au thème du jour. J'ai pas vu la série Révolution, qui s'appelle justement Révolution, mais je ne sais pas si toi tu l'as vu, et s'il y a un point de vue par rapport à ça. Non. Robot. Yannick ? Oui, enfin, moi j'étais pas tellement sur la série, moi je voulais revenir plutôt sur le cas concret de 2 films. L'un qui d'ailleurs n'appartient pas du tout au registre de la science-fiction, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je trouve qu'il est en plein dedans, c'est le fabuleux Guépard de Visconti de 63. Qui a comme principaux acteurs le Cardinal, Alain Delon et surtout Bertrand Caster. Et là, qu'est-ce qu'on assiste ? On a
le comte Salina, donc autrement dit de Salina Lancaster, qui est un aristocrate. C'est en Sicile. La Sicile, à l'époque, connaît de sérieux troubles. Elle appartient à une maison liée au royaume de France. Et il y a la Révolution qui arrive, qui frappe à la porte. Et le neveu préféré de Burt Lancaster, de Salina, Tancred, Delon, va épouser les idéaux garibaldiens. Ils vont renverser les Bourbons, et ils vont mettre à la place un nouveau régime c'est au moment où l'Italie aussi est occupée de se former. Mais très rapidement, les garibaldiens vont essayer d'aller plus loin, d'aller vers un peu plus d'égalité, et là tout de suite, en fait, on va voir un volte-face complet des gens qui avaient pris le parti des garibaldiens, donc du côté de l'aristocratie, et on va surtout voir l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui est la bourgeoisie, symbolisée dans le film par le beau-père du grand amour d'Alain Delon, qui est un propriétaire, le père de sa future femme, enfin de sa femme, qui est le maire de la cité, et qui est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de manières, qui est souvent vu comme quelqu'un, simplement il a de l'argent, il est calculateur, il n'a pas Tancred n'épouse pas seulement la cause révolutionnaire bourgeoise, il épouse aussi la fille du représentant de la révolution bourgeoise. Voilà. Et très vite aussi, on va voir des personnages tels que le général qui a ordonné à un moment donné de tirer sur on va dire, les mouvements post-garibaldiens, qui voulaient justement que quelque part on prenne enfin en compte la destinée des peu nantis. Voilà, donc ça c'était simplement un film de 63 qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Je vais revenir, il a été cité par John ici, par contre en 2005, il y a sans doute le film le plus lisible de tous les Romero, qui est Land of the Dead, ou Le Territoire des Morts. Quand je dis le plus lisible, c'est celui aussi qui a eu le plus de moyens, mais là, même jusqu'à la caricature, enfin je veux dire, là on a l'idée du zombie social, et là on voit dès le départ du film, il y a une société de deux classes, avec les survivants dans une ville qui ressemble forcément à Baltimore. Les plus riches sont groupés autour d'une tour et dirigés par Kaufman. Et là, voilà. Et il y a une petite partie des humains survivants qui peut intégrer, je crois que c'est Grinfindler ou Flindler-Green. Et donc c'est une espèce de tour où ils ont encore toutes les commodités auparavant. Ils sont entourés par une population qui, elle, représente vraiment le quart-monde, et qui font un peu tampon avec toute la zone aux alentours, qui est la zone des zombies, enfin les anciens, comment dire, les anciens, les suburbs, enfin j'allais dire, là j'ai un trou, excusez-moi, et donc Kaufman organise aussi son pouvoir par le pillage, c'est-à-dire il a une arme absolue qui est un char sur roue, et qui permet à Kaufman d'aller s'approvisionner dans les anciens dépôts en traversant le territoire zombie. Mais à un moment donné, cette belle architecture va s'effondrer, puisque l'un des raids va provoquer, en tout cas chez la zombie, et par la figure d'un ancien garagiste, une espèce de mise en avant, enfin de regroupement des zombies qui vont marcher vers, sans doute, ce qu'ils imaginaient être un nouveau pays pour eux. Autrement dit, ils vont marcher vers la cité humaine. Ils vont se mettre surtout à présenter un certain nombre de comportements collectifs. Ils vont traverser des coupures d'eau, ils vont apprendre à se servir d'armes, ou plutôt retrouver le sens de l'apprentissage des armes, des outils, et ils vont véritablement prendre la place des humains dans la société. Et la fin est un petit peu particulière par rapport à... Évidemment, il y a, comme dans tous les films de Romero, il y a une orgie finale, mais à la fin, il y a une espèce d'armistice, autrement dit, les survivants anciens riches et pauvres survivants regroupés s'en vont, on ne sait pas vers où, vers quand, vers quelle destination, mais on voit qu'à un moment donné, Big Daddy, le leader des zombies, eh bien, reste, ou alors quelque part à récupérer Baltimore, mais n'est plus près voilà, il y a je m'excuse, je suis un peu perdu, mais il y a
voilà, ça se termine sur une espèce d'armistice. Et je crois que c'est la seule et unique fois dans les films de Romero qu'on voit qu'effectivement une révolution a réussi et que ça ne se termine pas par un massacre final. Voilà. Bon, il semblerait quand même qu'à travers beaucoup de ces exemples, on ait l'impression que une révolution, ça se traduit toujours par une sorte de potlatch, de mise à mort généralisée, de violence incontrôlée, et que par conséquent, la société qui peut en sortir ne sera jamais une société fraternelle et une société positive. Est-ce que c'est un peu l'impression qui ressort d'après vous? Oui, c'est sans doute le cas, et sans doute pour des raisons de contexte idéologique, et aussi sans doute pour des raisons de style et de genre, propre au genre. C'est-à-dire que ce qui est frappant quand on voit les films de science-fiction de manière générale, c'est que le libéralisme politique n'est jamais présenté ni comme un problème, ni comme une solution. C'est ça qui est très caractéristique. C'est-à-dire qu'on considère que les civilisations, je prends par exemple le genre post-apocalyptique, ne sombrent jamais à cause d'un excès de libéralisme politique. C'est parfois la faute au manque de vertu de moralité des dirigeants, la faute à la rapacité, parfois même la faute au capitalisme, la faute à la pollution, la faute à un virus, la faute à une malédiction, la faute à plein de choses. La faute aux hommes, mais ce n'est jamais la faute aux institutions, au fonctionnement des institutions telles que nous le connaissons, c'est-à-dire des démocraties libérales tempérées avec quelques éléments d'oligarchie, la séparation des pouvoirs, une sélection des dirigeants, enfin ce genre de choses, cette espèce de compromis tel qu'on le connaît. Mais le fonctionnement de ces institutions, de nos institutions, n'est perçu ni comme le problème, ni comme la solution. En d'autres termes, sauf pour certains types de récits de réconciliation, comme la série Star Trek, qui est vraiment une sorte de porte-étendard du libéralisme politique à la Popper, éclairé, etc. On considère que, pour faire court, la seule manière de réarranger les choses, c'est qu'il n'y a pas de manière de réarranger les choses. C'est qu'il n'y a pas de manière de réarranger les choses. Et donc, on en revient alors souvent à des récits de sauvegarde, mais alors par le Messie, ou par le miracle, ou par la refondation à partir de rien, etc. Un exemple, on avait eu l'occasion d'en parler une autre année, pas un exemple, mais peut-être un contre-exemple à ça étant peut-être le Mad Max 3. Où on a une chose un peu complexe à cet égard, et où on a à la fois la figure du héros, Mad Max, mais du héros qui se retire devant un groupe de personnes qui vont refonder une société, et qui ont refondé une société, pourquoi? Parce qu'ils sont parvenus à se doter, à piquer les moyens de production de l'ancienne ville qui était dirigée par NTT, et savoir, pour ceux qui se souviennent, donc le personnage principal joué par Tina Turner. On a ce cas-là, donc ça c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est qu'on n'est pas dans un genre, on n'est pas dans un style qui est le roman. On n'est pas dans un roman, on n'est pas dans un roman graphique, on n'observe pas de peinture, on est au cinéma. Et donc on est devant un univers d'images qui bougent. D'images qui se succèdent. C'est très compliqué de construire un récit idéologique à partir des codes esthétiques et à partir tout simplement de l'objet cinéma. C'est-à-dire c'est difficile de proposer un argument avec des images. On est plutôt dans ce qu'on appelle une logique synthétique, c'est-à-dire différentes idées qui s'évoquent les unes les autres par analogie, par ressemblance, par cousinage, mais une progression esthétique par cousinage, par analogie, par évocation, eh bien ce n'est pas du tout ce qu'on appelle le mode de l'argumentation, le mode du slogan idéologique ou le mode de l'argumentation idéologique. Et donc quand on dit « le cinéma ne produit jamais de récit », c'est d'autant plus compliqué à produire un récit que c'est peu adapté à la forme cinématographique, en réalité. C'est-à-dire qu'on peut projeter des images, on peut projeter des sous-textes, des textes avec des sous-textes, mais c'est compliqué d'expliquer quelque chose avec le cinéma. C'est peut-être à la fois ce qui fait la force, la séduction, mais aussi forcément les limites du cinéma, y compris pour des spectateurs engagés qui viendraient voir des films plus subversifs ou plus agressifs, ou un art, ou punk, etc., même ici au Livre, par exemple. Sans doute le consensus et l'argumentation sont anti-spectaculaires, ce qui va à l'encontre très clairement de pas mal de codes de la SF ou du fantastique, qui doivent l'être. Qu'est-ce que ça nous dit sur la société qui produit ce type de spectacle, la société qui produit ce type de film? Est-ce que ce sont des œuvres de propagande? Parce que la description qu'on en fait, c'est que finalement, il y a quand même une idéologie sous-jacente, même si
veut dire que ce ne sont pas des œuvres idéologiques, il y a quand même toujours une idéologie sous-jacente, celle de la réconciliation de classe finalement. Sans doute, mais je ne sais pas si c'est de la propagande au sens où cette propagande serait consciente. Parfois elle l'a été. C'est le cas par exemple d'une partie du cinéma de science-fiction américain ou anglais des années 50-60, qui n'a d'ailleurs pas une propagande univoque non plus. C'est parfois une propagande pro-occidentale et puis c'est parfois une propagande pro-libérale qui elle-même s'oppose en partie aux démarches bellicistes, au macartisme, etc. Donc parfois c'est conscient. Parfois ce n'est pas conscient, et c'est peut-être la caractéristique propre du cinéma hollywoodien. Le cinéma hollywoodien se caractérise, si on compare par exemple avec le cinéma réaliste soviétique ou des cinémas d'avant-garde italiens ou des cinémas socialistes italiens, par la recherche constante de la mobilité et de la fluidité. C'est-à-dire que même quand vous avez un combat,